Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, manager c'est un vrai job qui est une campagne qui aura lieu en juin prochain portée par l'ANACT partout en France justement pour s'intéresser à tous ces sujets autour du travail, autour du management. On va accueillir Frédéric Derault, directeur régional de l'ANACT Pays de Loire. Il va tout nous expliquer. Le grand entretien avec ce concept de société à responsabilité limitée. On accueillera Guillaume Vuillemet, il est professeur HEC Paris et sort un livre qui est absolument passionnant, Société à responsabilité très limitée, sur toute l'histoire de la création de ce concept et sur la déshumanisation des entreprises. Livre qui est sorti aux éditions de l'Aube. On l'accueillera dans le grand entretien. Et puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Julien Breuil viendra nous parler des nouvelles compétences. Qu'est-ce que c'est ? Quelle forme prennent-elles ? On fera le point avec lui à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du travail, de la manière finalement dont on vit au cœur d'une entreprise, dans des organisations. Et pour en parler, Frédéric Derault est avec nous. Bonjour Frédéric, directeur régional de l'ANACT Pays de Loire. D'abord, avant de parler de cet événement qui aura lieu du 15 au 19 juillet, dont la thématique cette année est manager, c'est tout un travail, on va bien sûr en parler. On a un management à la française, on y reviendra. Oui. Quelques mots sur l'ANACT tout de même pour nous expliquer ce que c'est. L'ANACT, c'est un tout petit établissement public dont le métier, c'est d'accompagner des projets d'entreprise qui associent qualité de vie au travail et une qualité de vie au travail qui fait de la performance des entreprises. On accompagne des projets, on produit des outils, des méthodes qu'on diffuse, on crée des événements. Voilà, donc vous pouvez en savoir plus sur anact.fr, sur toutes les productions, les ressources qui peuvent vous servir. Donc on peut s'appuyer sur toutes les études, les travaux et aussi les équipes de l'ANACT qui sont sur le terrain. Il ne faut pas les oublier, c'est pas que de la data. Dans toutes les régions. Cet événement, vous avez choisi de faire un focus. Manager, c'est tout un travail. Alors, je trouve que c'est un titre très sympa, qui est un titre de livre, qui est un titre marketing. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce titre ? On ne s'invente pas manager ? On ne s'invente pas manager. Le manager, il est aussi dans un système. Il faut des conditions aussi pour bien manager. Mais on a surtout voulu dire qu'il y a des gros enjeux pour les entreprises à travailler le management, à sortir peut-être d'un management un peu trop vertical, trop hiérarchique, pour faire en sorte, effectivement, d'amener plus de performance dans l'entreprise, faire face à plein de nouveaux enjeux des entreprises. Quand vous dites ça, en creux, on lit, on a encore des entreprises où le manager fait descendre la décision face à des générations Z, face à des collaborateurs qui n'acceptent plus ce type de management. Comment l'ANACT propose des alternatives ou une autre manière de manager ? Alors déjà, vous avez raison. Première question, c'est effectivement aujourd'hui, on a des salariés qui sont en attente de management plus participatif, de la qualité de vie au travail, c'est pouvoir s'exprimer pour pouvoir agir sur son travail. Déjà, première chose. Et puis, il y a des changements rapides à conduire dans les entreprises. Il y a le numérique, l'écologie, manager des jeunes avec des moins jeunes, la diversité. Donc, plein d'enjeux qui nécessitent un management différent. Voilà. Je voudrais réinsister peut-être sur le fait que l'important, c'est de développer des pratiques managériales différentes. Donc c'est de l'éducation, c'est de la formation. Alors que les managers soient en capacité de déléguer davantage, donner de l'autonomie, permettre aux personnes de prendre des initiatives, etc. Mais aussi que l'entreprise, sa gouvernance et l'organisation permettent aussi aux managers de faire cela. Voilà. On ne peut pas non plus taper sur le manager qui ne saurait pas faire ça. Mais quand même cette semaine, et c'est là où c'est intéressant d'avoir utilisé le management, l'ANACT travaille sur la qualité de vie au travail. QVCT comme on l'appelle, en quoi un mauvais management, ou un mauvais manager pour le dire abruptement, affecte la qualité et la performance au travail ? Qu'est-ce que ça provoque ? Comme je le disais juste avant, effectivement, un point essentiel aujourd'hui pour les personnels, être capable de pouvoir contribuer à prendre des décisions, à faire évoluer l'organisation du travail, à aussi remonter les difficultés, les problèmes rencontrés dans le quotidien, parler du travail. Donc, un élément essentiel porté par l'ANACT, c'est de faire en sorte que le manager puisse permettre, à travers des espaces de discussion, par exemple, de parler du quotidien, de comment ça se passe avec les clients, comment ça se passe sur tel type de commande, de questions, voilà.
avec les personnels, de façon à pouvoir faire bouger l'organisation, par exemple. Vous avez excusez-moi d'être concret, vous avez des remontées, on parlait de l'ANAC qui était vraiment territorialisée dans toutes les régions, avec vraiment des acteurs au plus près du terrain. Vous avez des remontées de cette réalité-là, de ce management dont on imaginait, peut-être vu de Paris, tout ça c'était fini. Non, en fait, vous avez toujours des remontées de management très directives, très, très dures, non? Vous avez ça? Alors, il y en a bien sûr. Alors, nous, on a une vision assez peu objective, les entreprises qui viennent vers nous, c'est celles qui veulent bouger, qui ont déjà fait des pas. Voilà. Donc, on voit moins les autres. Ouais, voilà. oui, Voilà. Mais on sait bien, on a eu le rapport de l'IGAS 2024, qui montre que l'élève est finalement pas à la meilleure école. Et par rapport à d'autres pays européens, il est un peu en retard sur ces formes de management. Ça, quand même, vous avez beaucoup de partenaires, on peut les citer, Malakoff Humanis, la GFIP, la NDRH, tous ceux qui vont contribuer à faire vivre cette semaine du 15 au 19 juin. Ça a quand même des incidences aussi, je dirais, sur la santé du collaborateur. Enfin, quelqu'un qui se sent peu écouté, peu accompagné, peu valorisé, parfois même un peu malmené. Il démissionne, il peut entrer en dépression. Bien sûr, il peut être en mal-être, ou, vous l'avez dit aussi, il peut trouver une autre entreprise. Donc c'est ce qui s'est passé ces dernières années, où on y avait une tension importante sur les recrutements, notamment dans la région dans laquelle je suis, Pays de la Loire, très faible taux de chômage. Oui. Donc beaucoup d'entreprises ont engagé des démarches qualité de vie au travail, se sont posé la question du management, pour pouvoir attirer et conserver les collaborateurs de bonne qualité et engagés. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je trouve que c'est un bon choix marketing, enfin c'est une bonne porte d'entrée, parce que c'est aussi un enjeu de marque employeur, la QVCT. C'est de dire, regardez chez nous la manière dont on va vous accompagner et vous apprécier. Regardez chez nous, et puis les salariés aussi en parlent, en dehors de l'entreprise aussi. On sait facilement dans quelle entreprise, finalement, il fait bon vivre, on se sent bien. 15-19 partout en France. On va sur le site de l'ANAC pour donner un peu... Il faut aller sur le site de l'ANAC pour pouvoir participer à des événements, webinaires ou des événements en présentiel. Et puis pour accéder à des ressources, on a des jeux, des outils pédagogiques sur ces sujets de management. Des événements à Angers, puisque vous êtes basé à Angers, si je ne m'abuse, Pays de Loire, il y a des choses qui vont se passer? Tout à fait. Le 15 après-midi, avec la Chambre de commerce, par exemple, on accueillera une rencontre des ateliers où on demandera aux personnes de venir avec des questions et des problèmes de management, et on les fera travailler avec un outil sur le sujet. Ils repartiront avec des solutions. On pose le sujet, on le dépose, et on essaie de trouver des solutions en fin d'après-midi. Donc la promesse, c'est vous venez et vous repartez avec plein d'idées pour agir dans votre entreprise. Du 15 au 19 juin, allez vous renseigner peut-être sur le site de l'ANAC pour voir si dans votre région, votre département, il se passe des choses. Il se passera des choses, en tout cas en Pays de Loire. Et partout ailleurs. Merci Frédéric Dereau, vous représentiez l'ANAC sur le plan national pour présenter cet événement. 15-19, directeur régional, je le précise, cher Frédéric, de l'ANAC région Pays de Loire. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le Cercle RH, et aujourd'hui c'est un grand entretien avec un économiste, professeur à HEC, qui s'est penché sur la notion de société à responsabilité très limitée, c'est le titre de son livre, sur toute l'histoire de la création de ce statut, sur le fait que des entreprises aujourd'hui deviennent plus puissantes que des États. Comment faire, comment se réapproprier ces modèles. On en parle avec lui, c'est un grand entretien et c'est tout de suite. Le débat de Smart Job est un grand entretien aujourd'hui pour s'intéresser, rentrer dans l'histoire de l'entreprise, sa structuration, les sociétés à responsabilité. Alors il y a plein de termes, on va en parler. Et on accueille Guillaume Vuillemet. Bonjour Guillaume. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Grand entretien avec vous pour s'intéresser au livre passionnant que vous avez sorti il y a à peu près un mois, Société à responsabilité très limitée, avec un trait écrit très très gros. La grande entreprise face au bien commun, édition de l'Aube. Prof à HEC et spécialiste de l'histoire des crises économiques et financières. Vous aviez écrit un livre sur le temps de la démondialisation qui était sorti au Seuil en 2022. D'abord, ce livre, je l'ai lu, il est absolument passionnant, d'abord sur le plan historique, parce qu'en fait, vous nous racontez toute l'histoire de l'entreprise et vous démarrez par une anecdote que j'ai trouvée très intéressante. Quand je commande un colis chez Amazon, puisque vous citez la marque, la porte s'ouvre et je ne reçois pas ni Stéphane, ni Virginie, ni Hakim, mais je reçois un salarié d'Amazon, je ne connais ni son nom, et vous dites finalement c'est ça que racontent ces grandes entreprises, un monde déshumanisé. C'est le cœur de l'entreprise anonyme, donc on parle de société anonyme en français, au sens propre. L'entreprise existe indépendamment de ses actionnaires, de ses dirigeants, de ses salariés, et continue à exister même quand toutes ces personnes auront changé.
Et justement, l'entreprise n'a pas toujours été cela. Pendant très longtemps, l'entreprise a été personnalisée. L'entreprise, c'était un nom, une personne, une famille, la réputation d'un nom. Et ça, c'est très important. Le changement est vraiment capital. En fait, c'est le monde des artisans, des petites entreprises où le patron était identifié, où le salarié pouvait parler avec son patron. Plus compliqué pour celui qui me livre le colis pour parler à Jeff Bezos, on est d'accord. Ça dit quoi de l'économie lorsqu'une entreprise devient monde? On voit le débat avec Total et plein d'autres qui sont des entreprises, vous le dites dans le livre, plus puissantes que des États. Alors, je crois que le changement capital, c'est vraiment le milieu du 19e siècle. Avant cela, toutes les entreprises, ou quasiment toutes, sont des entreprises personnelles où on connaît le nom. D'ailleurs, les entreprises portent des noms de famille. Les entreprises actuelles créées au 19e siècle gardent des noms de famille. Et JP Morgan, c'est John Pierpont Morgan, Renault, c'est etc. Et à un moment donné, l'entreprise devient trop grosse et on lui confère, et ça c'est le moment capital, une existence juridique indépendante. L'entreprise devient au sens juridique une personne. Qui donc aura des droits et qui donc existe sur la scène du droit, sur la scène du monde, de manière indépendante. Elle existe indépendamment de ses actionnaires, indépendamment de ses dirigeants. Alors aujourd'hui, ça on le prend pour acquis et pour évident, mais en fait à l'époque ça a été une révolution mentale absolument considérable que beaucoup d'auteurs ont eu du mal à percevoir et je retrace justement l'histoire de ces débats qui sont vraiment très intéressants. Quand vous dites finalement ça devient une personne morale, cette entreprise, déconnecter ses actionnaires, vous avez un chapitre où vous démarrez en expliquant que c'est une entreprise hors sol. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, elles sont reliées par rien, elles n'ont pas de droits et de devoirs? Disons que tant que l'entreprise restait personnalisée, elle restait fondamentalement enracinée dans un milieu social, sociologique, un territoire particulier. Et il y avait une vraie identité territoriale des entreprises. Aujourd'hui, une entreprise, c'est avant tout une immatriculation juridique qui peut assez facilement changer. Alors évidemment, cet argument-là est plutôt vrai pour les très grandes entreprises qui peuvent facilement se relocaliser, créer des filiales en quelques clics dans des juridictions différentes. C'est pas du tout vrai, évidemment, du petit boulanger ou du petit artisan du coin. Vous faites, on va bien sûr y revenir, des propositions concrètes, des alternatives. Vous portez des propositions sur la responsabilité territoriale. Mais parlons quand même de ces sujets de filiales et de sièges. Vous évoquez des dégâts climatiques en Inde. C'est un procès qui a duré. L'entreprise qui est au siège n'a pas été condamnée puisqu'en fait on considérait que c'était une filiale et pourtant elle était directement reliée à cette entreprise américaine. C'est un vrai sujet de fond quand même ça. Alors moi justement le point fondamental c'est on parle beaucoup de responsabilité sociale de l'entreprise et souvent ça reste un peu vague. Et sociétale. Et souvent ça reste un peu vague. Et moi j'essaie de le rendre beaucoup plus concret en parlant justement des responsabilités juridiques de l'entreprise. Et dès lors que l'entreprise a une responsabilité limitée en droit, une personnalité juridique propre, eh bien ça change fondamentalement son rapport au monde. Puisque potentiellement l'entreprise peut être coupable de certains faits sans que personne de concret ne soit responsable. Il y a une semaine, aux États-Unis, l'entreprise Purdue Pharmaceuticals, qui est donc l'entreprise au cœur de la crise des opioïdes, à laquelle on attribue au moins 900 000 morts, a été reconnue coupable de crimes d'un point de vue pénal. Donc l'entreprise a commis un crime d'un point de vue pénal, mais aucun individu n'est un criminel. Donc même philosophiquement, se dire qu'une entreprise commet un crime, on pourrait se dire, c'est comme s'il y avait un pistolet qui tire, mais il n'y avait aucune main derrière. Il n'y a pas de main dessus. Voilà. Il y a une sorte en entreprise qui n'est qu'une immatriculation juridique qui appuie sur la gâchette. Philosophiquement, c'est très perturbant. Condamné à payer tout de même. Alors condamné à payer, effectivement, en partie sur notamment les fonds de l'entreprise, et puis voilà. Mais du point de vue personnel, il n'y a pas de responsabilité personnelle, par exemple, en l'occurrence, de membres de la famille Sackler. En revanche, on a eu des cas en France, je pense à Orange, l'affaire a duré plus de 20 ans, mais il y a eu des condamnations liées au suicide d'Orange. Voilà. Il y a eu des responsables, il y a des humains qui ont été condamnés. Alors effectivement, il y a pas, je crois qu'il y a en gros dans l'économie mondiale actuelle, une course entre deux forces. D'un côté, des forces qui poussent vers moins de responsabilités parce que les entreprises se structurent juridiquement, parfois pour échapper ou minimiser certaines responsabilités. Et évidemment, en parallèle, il y a des systèmes juridiques, des juges, des gouvernements qui essaient de ressaisir ces entreprises. Et donc, on a une course permanente entre les deux. Et on a effectivement, selon les pays,
plus ou moins de gagnants ou de perdants dans cette course entre ces deux forces. Je voudrais quand même citer cette phrase que vous citez en page 117. 2 idées fausses doivent d'abord être dissipées. Vous citez la phrase de Milton Friedman dans une tribune adressée en 70 au New York Times. Le titre est éloquent. Dites-vous, la responsabilité sociale de l'entreprise est d'augmenter ses profits. Moi, j'ai le sentiment que cette phrase, dans votre livre, elle est assez matricielle. Puisque beaucoup de ceux qui nous regardent aujourd'hui, même s'ils ont intégré les enjeux climatiques, les enjeux sociétaux, considèrent que le cœur d'une entreprise, c'est de créer de la richesse et de la valeur, et donc de fait de créer de l'emploi et de créer de l'activité. Il a raison ou il a tort, Friedman? Alors moi, je pense qu'il y a une limite majeure à son argument. L'argument de Friedman est évidemment quelqu'un d'extrêmement brillant, il y a toujours des choses intelligentes dans ce qu'il dit. Mais je crois qu'il y a une limite majeure à ce qu'il dit. C'est la chose suivante. Quand on dit qu'un individu, une personne se comporte de manière responsable, il y a toujours 2 dimensions à cela. Il y a une dimension juridique, être responsable, c'est payer ses impôts, se plier à la réglementation, etc. Mais il y a toujours une responsabilité, ça les sociologues le savent très bien, qui est hors du domaine juridique. C'est se comporter de manière polie, de manière courtoise, se plier à des usages. Et ça, c'est forcément une dimension qui est toujours propre à un territoire, à une appartenance, à une géographie. Et donc, ce que nous dit Friedman, en gros, c'est une entreprise, à partir du moment où elle respecte les lois en vigueur, elle peut maximiser son profit sans aucune autre... En toute liberté. Voilà, en toute liberté, sans aucune autre forme de contrainte. Et là, je dis, en fait, non, parce qu'en fait... cette dimension non juridique de la responsabilité reste importante. Et c'est pour ça que je propose une conception beaucoup plus territorialisée de la responsabilité en disant, être responsable, certes, c'est se plier à la réglementation, mais c'est aussi, ça va plus loin, c'est aussi s'insérer de manière harmonieuse dans un territoire, respecter les usages parfois non écrits, non juridiques, mais qui prévalent dans un pays particulier. Vous avez été sensible forcément à toute cette évolution dans l'histoire de la responsabilité, sur la notion de raison d'être, sur des rapports, notamment le rapport Nota et quelques autres qui sont venus éclairer les entreprises. Vous dites dans votre livre quand même que toute cette notion de responsabilité hors juridique, elle date pas des années 90. Hein. Alors ça, elle est très ancienne. C'est un point qui est absolument capital. Effectivement, moi, je fais beaucoup d'histoire économique. Quand on écoute les débats, on a l'impression que ça date d'il y a 20 ans ou peut-être, voilà, peu importe. En fait, ces débats sont nés dès le moment où l'entreprise est devenue société anonyme. Quand on relit les débats au milieu du 19e siècle, en Angleterre, en France, quand l'entreprise prend son indépendance, eh bien en fait beaucoup à l'époque de philosophes, même de théologiens, de romanciers comprennent qu'il y a un changement fondamental de nature de l'entreprise. Et on s'inquiète beaucoup à l'époque pour ce qu'on appelle la moralité des affaires. On comprend que dès lors que l'entreprise aura une responsabilité limitée, eh bien ça pourra dégrader la moralité des affaires. Et on trouve en fait extrêmement vite beaucoup de traités, d'écrits où des gens disent non, en fait il faut que l'entreprise se remoralise, se re-responsabilise. Et le débat prend évidemment une ampleur considérable à la fin du 19e siècle, quand on a l'essor de la très très grande entreprise, notamment aux États-Unis. Oui. C'est la grande période des barons voleurs, comme on les appelle parfois, les Rockefeller, les Morgan, les Carnegie, etc., Vanderbilt. Eh bien, tous ces gens-là, la question de leur poids dans la société, dans le processus démocratique se pose, et on se dit qu'ils ont des responsabilités qui vont au-delà du seul respect des lois à la lettre. Lisez ce livre, notamment sur le concept de responsabilité territoriale que vous portez, que vous développez, et j'aimerais qu'on en dise un mot, mais quand même, on va vers quoi? Parce qu'on a quand même des concentrations de plus en plus importantes, de fusions-acquisitions avec des entreprises qui grossissent encore plus. Ça va exactement à l'encontre de ce que vous développez dans votre livre. Alors c'est effectivement un processus qui est très frappant. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on parle quasiment jamais de la taille de l'entreprise. On a beaucoup de débats sur les inégalités où on parle de la fortune de tel ou tel. Très bien, mais en fait, mais tel ou tel est riche parce qu'il est actionnaire d'une entreprise qui elle-même est très grosse. Or, ce débat-là est capital. Dans le livre, je retrace beaucoup les débats sur la taille de l'entreprise qui ont lieu au 19e siècle, au début du 20e siècle. À l'époque, la première entreprise qui a une capitalisation de 1 milliard de dollars, c'est US Steel, donc dans l'acier, en 1900-1901. À l'époque, elle fait 1 milliard de capitalisation et ça déclenche des débats considérables. Aux États-Unis, il y a quasiment 2 campagnes présidentielles dont le thème principal, c'est la grande entreprise et sa place. Et puis aujourd'hui, on a eu, il y a quelques années, en 2018, je crois, Apple qui atteint 1000 milliards, donc 1000 fois plus. Et ça nous paraît normal. Et là, on a eu, il y a quelques mois, Nvidia qui a dépassé 5 000 milliards, donc 5 trillions ou billions, comme on dit en français ou en anglais. Et pareil, quasiment pas de débat. Et on sera probablement bientôt à 10 000 milliards. Et à nouveau,
on en parle finalement assez peu. Mais vous, le professeur d'économie qui avait à la fois des étudiants, mais aussi des cadres supérieurs qui viennent se former à HEC, il y a un vrai danger pour notre démocratie, pour la vie des salariés, pour gérer l'écosystème du citoyen, ces espèces de mastodonte qui grossit à vue d'œil. Alors, je crois qu'il y a effectivement des enjeux sociétaux qui sont quand même très importants. Effectivement, quand on a des entreprises qui sont extrêmement puissantes. Et je crois que, en l'occurrence, les très grandes entreprises aujourd'hui sont beaucoup des entreprises de la tech. Et que le concept, en tout cas les outils qui ont été forgés au début du XXe siècle pour essayer de limiter ou de rétablir la concurrence, les lois antitrust, etc., sont plus du tout adaptés au monde de la tech. La manière dont la concurrence opère dans ces nouveaux secteurs est complètement différente de la manière dont la concurrence opérait sur le marché de l'acier ou de la machine à laver ou de ce que vous voulez. Autre marché, autre modèle économique. Exactement. Avant de nous quitter, cette fameuse responsabilité territoriale que vous développez sur une trentaine de pages, voire un peu plus, comment on le transforme? L'entreprise, le législateur se dit, tiens, il faut recréer une nouvelle catégorie d'entreprise, une entreprise à responsabilité territoriale, où l'une remplacerait l'autre. Comment vous voyez les choses? Alors, voilà, j'ai pas un programme politique précis, mais voilà, non, je suis candidat à rien du tout. Mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on a par exemple beaucoup de fonds d'investissement qui essaient de mesurer, d'attribuer des notes en matière de responsabilité des entreprises. Et que bien souvent, les critères qu'ils utilisent sont une responsabilité extrêmement abstraite. Une entreprise aujourd'hui peut être très bien notée du point de vue de sa note ESG, environnementale, sociale, gouvernance, parce qu'elle va polluer quelque part et puis compenser à 10 000 km par des crédits carbone ou des crédits biodiversité. Vous en parlez. Et moi je dis, en fait, la nature souvent n'est pas quelque chose de substituable. Détruire de la nature ici et recréer un peuplement de peupliers ailleurs, c'est pas la même chose. Et donc il faut plutôt voir l'aspect territorial et donc il faut déjà, je pense, repenser nos concepts, nos métriques, nos scoring ESG de la même manière. La réglementation, évidemment, pourrait aussi jouer un rôle, mais même je crois que le marché a un rôle à jouer pour repenser de manière beaucoup plus substantielle cette responsabilité. En fait, exactement. Ça ne remet pas en question les grands débats qu'on a sur ce plateau et ailleurs sur l'industrie. Puisque le débat de l'industrie il est en permanence posé. On veut créer de l'emploi industriel, mais au même moment, on a évidemment des contraintes environnementales et des difficultés. C'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Voilà, moi, je pense qu'il y a c'est des questions d'équilibre à trouver et qu'il n'y a pas forcément de contradiction entre tout cela. Merci beaucoup, cher Guillaume, d'être venu nous éclairer. Le livre est un livre d'érudit au sens de culture générale. On y apprend des milliers de choses sur toute l'histoire de la création de ces statuts d'entreprise qui sont devenus en fait des noms communs pour ceux qui sont entrepreneurs et qui ont une histoire très puissante. États-Unis et bien sûr en Europe dont vous parlez, et puis évidemment votre proposition de responsabilité territoriale. Merci Guillaume Vuillemet, professeur HEC Paris, société à responsabilité très limitée, édition de l'Aube, livre passionnant, il faut vous le procurer. Merci à vous cher Guillaume. Merci beaucoup. On tourne une page et on accueille dans Fenêtre sur l'emploi notre invité justement pour parler des nouvelles compétences. Tiens, on l'accueille. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille Julien Breuil. Bonjour Julien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur développement produits corporate service chez Audencia. Tout à fait. Et vous avez choisi de nous parler des nouvelles compétences avec quoi? Avec une attente forte de monter en compétences en lien avec l'évolution du marché. C'est ça le sujet? Tout à fait. C'est vrai qu'on a mené une étude avec l'Institut IFOP, une étude miroir où on a interrogé à la fois des cadres et à la fois des dirigeants pour voir quelles étaient les attentes en termes de compétences et surtout quelles étaient également leurs formations ou les modèles, les rythmes de formation que les cadres et les dirigeants souhaitaient. On a fait cette étude-là parce qu'on s'aperçoit bien que le marché de l'emploi et du travail est en train de muter, notamment avec de nouvelles compétences et notamment des ruptures technologiques. Je pense bien sûr à l'IA, à la data. Et c'est vrai qu'on voulait mesurer ça et c'est ce qu'on a pu identifier, notamment dans une attente forte à la fois des dirigeants mais également des cadres, dans une volonté de compétences métiers qui deviennent les compétences les plus attendues par les cadres et les dirigeants. De manière générale, ce sont vraiment des compétences spécifiques en lien avec l'entreprise ou en lien avec, entre guillemets, le secteur d'activité qui sont vraiment prédominantes. Donc, avant de parler de ces formations qui s'adaptent, ils vont quand même à des formations les plus, je dirais, les plus rentables possibles, les plus transformatives possibles. Oui, bien sûr. C'est ça le sujet. Exactement. C'est vraiment en lien avec le métier,
le secteur d'activité ou l'entreprise. On abordera sans doute tout à l'heure la volonté, bien sûr, d'impact, de ROI de la part des dirigeants lorsque leurs cadres suivent une formation. Mais c'est certain que l'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, progresser dans leur carrière, mais en même temps, de s'améliorer pour avoir plus de compétences dans le cadre de leur activité. Alors, on voit tension économique, transformation des métiers. On voit que les formations sont, alors ça c'est un signe intéressant, de plus en plus courtes. C'est-à-dire qu'il faut se former, mais pas perdre trop de temps non plus. Alors c'est vrai qu'il y a une mutation sur ce marché-là. Historiquement, les formations étaient plutôt longues, notamment en formation continue. On pense bien sûr au MBA de manière générale. On voit une mutation vers des formations plus courtes, en lien avec l'évolution des compétences sur un métier plus spécifiquement. On peut penser au marketing notamment, on peut penser bien sûr à la finance. Je prends toutes ces formations un peu et ces fonctions régaliennes. Et là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 40% des cadres et 52% des entreprises veulent des formations plus courtes. Alors on parle d'une formation sur une journée, ça peut être bien sûr 2-3 jours, mais globalement, pas des longues formations. Ce sont plutôt des formations courtes. Avec une volonté d'être ensemble, de ne plus être en coaching individuel, mais de travailler en groupe. Ça c'est intéressant. Je pense qu'il faut avoir un portefeuille de formation assez large, bien sûr, du présentiel, du distanciel, du synchrone, du asynchrone. Mais c'est vrai qu'on a noté une volonté à la fois des dirigeants et des cadres d'avoir quand même une formation plutôt en présentiel, avec une petite distinction, c'est que les entreprises préfèrent mieux une formation au cœur de leur entreprise plutôt qu'une formation dans un organisme tiers. L'écart est assez marqué, 37% pour les cadres, 68% pour les dirigeants. Donc sur place, sur site, autant que faire se peut, quand l'entreprise a les salles qui vont bien. Exactement. Ça permet à la personne de rester sur place, puis finalement d'être resté un peu connecté à l'entreprise, quoi. Oui, d'être connecté, de favoriser des échanges, du partage. On note aussi qu'ils veulent une formation qui est plutôt collective, avec d'autres cadres potentiels. Après, les deux sont possibles, j'ai envie de dire. Typiquement, à Audencia, on peut faire des formations en entreprise ou bien sûr dans le cadre de l'école. Des attentes fortes, cher Julien, des cadres. Et vous évoquiez le ROI, on peut parler aussi de cette volonté d'avoir un impact. Exactement. Bien sûr, il faut que l'offre réponde aux besoins du candidat ou de l'entreprise. Il faut qu'en général, pour l'un comme pour l'autre, soit pour les dirigeants, la formation ait déjà été suivie, soit que la renommée de l'école soit suffisamment importante. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de noter que les entreprises, et notamment les dirigeants, vont mesurer l'évolution de cette formation et l'impact que ça a eu. 74% des dirigeants vont regarder si cette formation a eu un impact sur la productivité de leurs collaborateurs et sur l'évolution du chiffre d'affaires. 64% vont ensuite mesurer si ça a eu une évolution sur justement leur acquisition de compétences. Et 58% vont ensuite regarder si ça leur a permis d'évoluer dans leur carrière. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté héroïste, on va utiliser ce terme. On investit, mais on veut un retour sur investissement, c'est le cas de le dire. Voilà. C'est vrai pour certaines formations métiers. Bien sûr. Plus compliqué, vous en conviendrez, sur des formations soft skills où on est plus sur l'humain, on est plus sur l'attitude, sur la posture. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Tout à fait, même si sur les notions de soft skills, on voit que les formations qui sont les plus demandées ou attendues, et là c'est assez, pour le coup, homogène, entre 43% et 47% des cadres et des dirigeants vont attendre plutôt des fonctions liées au management spécifiquement et à la transformation, ce qui est assez cohérent avec effectivement ce moment où on note quand même des transitions, des ruptures technologiques où la nécessité de se transformer est omniprésente. Et dans un climat, je le redis, en plus très complexe et tendu. Voilà, qui est relativement complexe et avec beaucoup d'incertitudes géopolitiques, technologiques ou autres. Merci, cher Julien, de nous avoir éclairé sur cette étude que porte Audencia. Vous êtes le directeur développement produit corporate service chez Audencia, une étude portée avec l'IFOP. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite, cher Julien. Merci à toute l'équipe derrière qui m'a accompagné. Pierre Loup à la réalisation, Paul au son. Merci à Nicolas Juchat, évidemment, et merci à Léa qui nous accompagne et qui fait un travail formidable. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.